Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on part au cinéma aujourd'hui, au service des RH et de la transformation des organisations. On va en parler avec Jérémy Lamry, il a ses bobines sous le bras, il est le CEO de Tomorrow Theory. Et ils ont fait un film, oui, un film pour parler aux RH et peut-être transformer les organisations. Smart Philo, sujet sérieux, la violence ou les violences en entreprise. On fera le point avec Thibaut Brière, il est conseiller en management et philosophe, il est notre invité. Puis le cercle RH, alors qu'on n'a jamais autant parlé d'augmenter le temps de travail, eh bien on accueille Olivier Babot, vous le connaissez, il est président fondateur du think tank Institut Sapiens et auteur de La tyrannie du divertissement chez Bucher-Chastel. Et il nous parle d'une manière très historique d'ailleurs, du divertissement, du loisir, de la culture qui n'a jamais pris autant de place dans nos sociétés. Il sera notre invité dans un grand entretien. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, géomètre et économiste de la construction, ce sont des emplois très recherchés. On en parlera avec Solange Chaplard, directrice branche et partenariat Atlas. Ils organisent des formations pour donner envie aux jeunes de s'engager dans cette carrière. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui cinéma. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les RH et le cinéma? Mais il y en a un et on va en parler avec Jérémy Lamry. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir régulièrement sur ce plateau. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory. Je rappelle votre dernier livre, Soft Skills, qui est vraiment un livre référence sur le sujet des soft skills. Avant de voir les images, parce qu'on va bien sûr voir un extrait, vous êtes quand même très disruptif pour parler au RH, parce que certains envoient des plaquettes, des documents, des mails. Non, vous avez dit on va envoyer des films, du cinéma. C'est ça l'idée? Tout à fait. L'objectif, c'est de penser l'innovation différemment. On est à une époque, là on voit GPT-4 qui arrive, on voit tout ça, et finalement on se dit ouh là là, mais quel bazar tout ce qui arrive, ça va être le chaos, et tous les imaginaires auxquels on peut penser ne sont pas forcément positifs. Donc à travers ce film, on a l'envie aussi de reproposer des imaginaires positifs en proposant un canal qui est peu utilisé, le cinéma. Pour faire passer quel message ? Alors, il y a plusieurs messages dans ce film. Le premier, déjà, c'est que ça marchera que si on est dans une attitude proactive, qu'on ne subit pas ce changement. Le deuxième, et ça aura échappé à personne, ceux qui regarderont le film, l'attitude du capitaine n'est juste pas acceptable. C'est une attitude très rétro des années 70. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est Capitaine Kirk dans la série de laquelle on s'est inspiré. Ici, en fait, on évite de nommer. De nommer. Oui, parce que juridiquement, c'est pas autorisé. Exactement. Mais un point important qui est de dire, en fait, cette organisation qui va apporter l'innovation RH ailleurs, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à redire sur la communication, la gouvernance, les postures. Et c'est un point important aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'être parfait pour agir. On peut, avec ce qu'on appelle le growth mindset, une pensée positive de l'évolution, c'est se dire qu'on va itérer, apprendre, s'améliorer petit à petit. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses. Vous avez choisi le thème de la science-fiction parce que j'ai un peu spoilé les images que l'on va voir. Inspiré, je dis bien librement inspiré de Star Trek pour ceux qui ont connu cette série lorsqu'ils étaient jeunes, ce qui est mon cas. Un extrait de ce film, tourné en fond vert, faut-il le préciser. C'est de la science-fiction ramenée évidemment au présent aujourd'hui. Regardez cet extrait. Je vous ai raconté la fois où on a été téléporté sur une planète de singes en cravate? Au moins une douzaine de fois, capitaine. C'est génial la façon dont ils se sont emparés du système de NFT de compétences. Ça va changer leur façon de recruter, de former, absolument tout. Le taux de réussite de cette mission était satisfaisant par rapport aux projections initiales. Néanmoins, je ne minimiserai pas l'importance du travail systémique préparatoire, Monsieur Gaspard. Message entrant. De l'Admiral Stowe, de HR Fleet. Connectez l'hologramme. Bonjour capitaine, nous avons reçu une demande prioritaire d'une planète de classe M, membre de la fédération Stakhanov 4 dans le secteur de Travail-Mania. La planète voit se multiplier les difficultés pour faire collaborer ses citoyens et anticipe un risque majeur de déstabilisation, voire d'extinction si rien n'est fait. Bon, voilà, on est plongé dans l'actualité à travers... c'est génial, hein. Alors, les oreilles sont parfaitement faites. Il y a quand même du décor, il y a quand même quelques outils. Ça vous a pris combien de temps, juste comme ça, en termes de production cinématographique? Alors, on a collaboré avec le studio Circuit Court et on a réussi à tourner en une journée. Et avant ça, on a eu un peu plus d'une journée de préparation pour écrire le script. Il faut savoir qu'on est
tous des passionnés de Star Trek. Ça, c'est l'équipe Tomorrow qu'on a vu. C'est les 4 fondateurs de Tomorrow Theory, oui. Donc vous êtes à la fois bien marré, parce que c'est quand même une aventure humaine sympa, et puis il y a quand même un message qui est très fort, là, l'hologramme qui apparaît, l'un de vos associés, qui dit que globalement on est sur une planète, un petit peu à la Star Trek, qui est un peu loin, avec un code ésotérique, qui globalement on découvre que les salariés ont plus trop envie de travailler. C'est ça qui se passe là. Alors exactement, on reprend jusque dans le langage, on parle on parle d'une zone qui s'appelle Stakhanov, dans le secteur de Travaillomania, donc on est vraiment dans des codes où on comprend qu'en fait la manière dont ils abordent le travail là-bas est pas idéale pour les collaborateurs, et on parle d'un risque d'extinction si rien n'est fait. Et donc c'est vraiment en fait la posture qu'on adopte aujourd'hui, c'est se dire les transformations à venir sont tellement fortes que le sujet, c'est pas juste la déstabilisation de certaines organisations. C'est l'extinction. C'est potentiellement l'extinction, parce que si on ne repense pas les conditions du travail, et si on n'a pas en tête des futurs souhaitables qui permettent aux gens d'être épanouis dans leur travail et de concilier la performance économique, ça ne marchera pas. Donc vous n'êtes pas dans la modération, vous êtes quelqu'un de très posé quand vous vous exprimez, mais dans les mots que vous utilisez, il n'y a pas de modération. Vous dites quoi? Si on continue comme cela, un petit peu comme on le fait d'ailleurs à l'égard du réchauffement climatique au rapport du GIEC, vous dites si on n'accélère pas et si on ne transforme pas, il y a un risque d'extinction. C'est-à-dire la fin du travail. Alors, la fin des organisations. Les organisations. Ces formes de travail. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui vont s'adapter, et celles-là, c'est celles qui n'attendent pas d'être parfaites, qui itèrent jour après jour et qui acceptent leurs défauts et qui les corrigent. Et après, il y a celles qui sont dans des postures extrêmement arrêtées. Et celles-ci, en fait, elles vont avoir de plus en plus de mal à attirer et à fidéliser les talents. Le choix de ce film, évidemment, c'est un choix disruptif. C'est une manière de faire un pas de côté. Vous allez le présenter dans des festivals, vous allez faire des séminaires de DRH, vous allez les présenter à des COMEX, parce que c'est un outil pour vous pédagogique et de formation aussi, quelque part. Alors exactement, c'est d'abord un outil pour sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on veut en RH sensibiliser, comme vous avez dit, on va faire des emails, on va aller dans des congrès, on va faire des conférences. Et finalement, les RH ont l'habitude de tout ça. Donc là, c'est une sensibilisation qui marche assez peu. On profite de cette nouvelle vague de technologie qui arrive et qui fascine autant qu'elle inquiète, pour repenser, au-delà du fond, la forme de la manière dont on peut présenter les choses. Donc, festival peut-être, mais les RH ne sont pas forcément dans les festivals. Nous, on vise surtout plutôt des prises de parole qui vont permettre, en fait, de créer des discussions. Cet outil, cette vidéo, elle sert avant tout à créer des discussions. Juste un mot, parce qu'on va avoir un débat tout à l'heure à travers un livre d'Olivier Babot sur le divertissement, donc qui renvoie à la culture, au temps libre dont on dispose. Il y a ce rapport de force, là, en ce moment, entre le travail, puisque c'est le débat d'actualité, il faut travailler plus pour que notre société continue à créer de la richesse, puis une partie des Français, voire même une grande partie, qui disent nous on ne veut pas travailler plus. Est-ce que ça vient faire écho au débat que vous soulevez dans votre film? Il n'y aurait pas de meilleur mot que celui que vous venez d'utiliser, écho. Ce projet s'appelle le projet Explorer, le prochain projet s'appelle le projet Écho. Et tout ça, ça fait référence en fait à une réflexion qu'on a en ce moment qui va paraître dans notre prochain livre le 15 juin sur comment travailler à l'ère des IA génératives, où on explique un petit peu la théorie du déversement. Et donc dans cette théorie du déversement, on explique que quand on arrive à augmenter la performance dans un secteur donné, les travailleurs de ce secteur se déversent dans le secteur suivant. Secteur primaire, on est ensuite passé dans le secondaire, tertiaire. Aujourd'hui, les IA qui arrivent promettent de déverser les gens, mais dans quoi? On n'a pas de secteur quaternaire. Le secteur quaternaire, c'est le secteur de la contribution sociétale. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique pour ce secteur-là, et donc aujourd'hui, on ne peut que penser la fin du travail telle qu'on la connaît parce qu'on n'a pas repensé le travail. Et je pense qu'on est à un stade extrêmement important. Là, on voit en ce moment, dans une actualité extrêmement riche sur le débat sur les retraites. Et en fait, c'est un débat qui est extrêmement important, mais je pense qu'il faudrait également adresser la question de ça veut dire quoi travailler dans 20 ans ? Ça veut dire qu'on est dans un impensé, c'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé avec l'accélération de nos technologies la manière dont on allait déverser ces nouveaux collaborateurs, puisqu'on le voit même, moteur thermique vers les moteurs électriques, et on voit que les industries sont prises de vitesse. C'est-à-dire que la technologie va trop vite et crée une désorganisation totale et dangereuse. Je ne dirais pas que ça n'a pas été pensé, parce que quand on regarde dans la littérature, ça fait plus de 50 ans en fait, que ces sujets existent, le déversement, toutes ces choses-là. Exact. En revanche, le politique, lui, je pense, ne prépare pas suffisamment la société à ça, et les organisations non plus. Et on ne doit pas tout attendre du politique, ce sera trop lent. Les organisations ont un rôle de repenser les modèles économiques du travail de demain.
Merci Jérémy Lamry. À suivre évidemment avec ce prochain livre que vous allez sortir et ce film que vous pourrez, j'imagine, voir sur le site de Tomorrow, j'imagine, Oui. À découvrir, parce que c'est quand même sympa de revisiter cette série, puis de voir en si peu de temps, finalement, la qualité que vous avez réussi à produire. Et faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est dans ce film, on accepte d'être parfois des caricatures, de ne pas être parfait. Et l'objectif, c'est de se dire, ça ne nous empêche pas d'avancer et de nous améliorer. Notamment votre associé qui a accepté d'être je ne sais plus comment il s'appelle. Spock, mais ça, c'était un rêve d'enfant. C'était un rêve d'enfant pour lui, donc il assume totalement ce choix. Merci Jérémy Lamry d'être venu nous rendre visite, CEO de Tomorrow Theory. On tourne une page, on s'intéresse dans Smart Philo à un sujet autour de la violence, des violences en entreprise, et on en parle avec Thibaut Brière. Smart Philo, on parle de la violence, des violences en entreprise. On va en parler avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour. Conseiller en management, vous êtes philosophe, auteur de Toxic Management, ce qui est votre dernier livre sorti chez Robert Laffont. La violence, c'est vrai que l'actualité, indépendamment de l'entreprise, parce qu'on va faire focus entreprise, elle est en ce moment depuis quelques jours un peu partout dans les rues de nos grandes villes et notamment à Paris. Ça, c'est la violence, je dirais, de rue. Mais qu'en est-il de la violence en entreprise ? La violence en entreprise, elle est également, comme dans toute société humaine, elle est partout. Le tout étant qu'elle soit canalisée. D'abord, je crois qu'il faut préciser le terme. Par violence, enfin la violence, c'est tout ce qui vise à forcer un consentement. Donc ça peut se faire soit avec, effectivement, comme on le voit dans la rue aujourd'hui, par de la force physique brutale, mais ça peut être de manière beaucoup plus insidieuse, et évidemment il peut y avoir des formes de violence symbolique, de la violence verbale, de la violence psychologique. C'est souvent ce type de violence-là que l'on peut observer en entreprise, et il faut bien noter également, Arnaud, qu'il peut y avoir une violence légale et légitime. Par exemple, lorsque vous vous trouvez en situation de légitime défense ou lorsque vous protégez quelqu'un qui se fait agresser, ou c'est même la violence qu'exerce le forgeron sur le métal qu'il est en train de forger, il y a une violence illégale mais légitime, c'est le droit à la résistance à l'oppression, et puis il y a une violence illégale et illégitime qui est par exemple le cambrioleur qui force votre serrure. Mais donc il y a violence à partir du moment où on cherche à forcer un consentement. On y voit déjà deux formes de violence, la violence physique, légale ou illégale, et puis il y a aussi les violences psychologiques. Elles sont souvent traitées à travers le mot harcèlement. Et là, elles se pratiquent en entreprise, ces violences psychologiques, j'allais dire presque invisibles, mais bien réelles. Oui, évidemment. La violence en entreprise, elle est essentiellement d'ordre invisible. Verbal. Oui, verbal. Il est assez rare, si je puis dire, qu'on s'empoigne physiquement l'entreprise. Assez rare qu'on enferme des DRH dans leur bureau. On espère en tout cas. Fait divers terrible de cet homme qui a tué des DRH, rappelons-le, récemment, oui. il y a un an. Donc c'est une violence où une personne a trouvé la mort. Donc, mais ça, ce sont heureusement de grandes exceptions, mais la plupart du temps, effectivement, c'est une violence d'ordre symbolique qui s'exerce. Et je crois qu'il ne faut pas chercher de toute manière à réprimer au sens à refouler la violence, parce que sinon ça l'exacerbe souvent. Il faut chercher à la canaliser et à la sublimer. Comme dans toute société, le propre d'une société cultivée, d'une civilisation, c'est de faire une sorte de judo social, en fait, de se servir de la violence qui est inhérente de toute façon à l'être humain. Platon le disait déjà au livre 10 de la République, il disait qu'il y avait une sorte de bête polymorphe en chacun de nous, polycéphale, et cette violence, il faut parvenir effectivement à la cultiver, et telle est, selon moi, la fonction de la culture de l'entreprise. Sublimer la violence, mais est-ce que, de ce fait, est-ce qu'on peut considérer, mais là je mets des guillemets, qu'il peut y avoir une saine violence au sein de l'entreprise? Je reste bien sur la violence symbolique, verbale. Oui. Alors en effet, Arnaud, typiquement, me semble-t-il, lorsque l'on cherche à faire sortir ses collaborateurs de leur zone de confort. Leur zone de confort, pour une part, on fait violence à notre tropisme, à tous, qui consiste à rester dans notre zone de confort, à faire ce que l'on a toujours fait, etc. Et c'est pour une part nous faire violence lorsque des managers nous disent allez voir autre chose, allez découvrir, explorer de nouveaux endroits. Et soi-même, d'ailleurs, on se fait régulièrement violence. Il faut se faire violence pour chercher un nouvel emploi, pour aller vers des territoires inconnus en termes de business. On a besoin de se bouger. Quand vous utilisez ce mot pour terminer, on se fait violence, ça renvoie quand même à l'idée d'une certaine souffrance, d'une forme d'aliénation, d'une douleur.
quand même. Oui. C'est un mot lourd quand même. C'est le mot travail. Il ne faut pas se cacher. De toute façon, le mot travail est une force de violence que l'on exerce sur un effort. Et l'effort, eh bien, c'est une violence que l'on fait à sa nature qui tend spontanément, naturellement, une forme d'endormissement, d'assoupissement. Le mot tripalium, c'est ça. Oui, c'est ça. L'étymologie du mot, voilà, tripalium, un instrument de torture romain. Dans le travail, il y a quelque chose qui nous incite à nous dépasser, qui ne nous laisse pas là où on est. Et c'est en cela que c'est éminemment sain, le travail, c'est que c'est un effort de dépassement de soi. Et donc une certaine violence qu'on impose à son corps. Que l'on s'impose. Et parfois, on demande au groupe ou à un manager de nous aider à nous dépasser. Et ça, c'est la saine violence que j'encouragerais violemment. Violemment et avec passion. Merci Thibaut Brière de nous avoir rendu visite, conseiller en management, philosophe et auteur de Toxic Management. Merci pour ce regard sur les violences. On fait une pause et on va s'intéresser à un sujet qui est au cœur de l'actualité, en creux, puisqu'on parle beaucoup de travailler plus longtemps. Là, on va accueillir Olivier Babot. Il est économiste, vous le connaissez, mais auteur d'un livre passionnant où il nous parle du divertissement. Au moment où on nous demande de travailler plus, il porte une analyse historique, sociologique, économique sur le divertissement, société du loisir, société du spectacle, comme aurait dit Debord. C'est juste après, et c'est dans le cercle RH. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors, on vous parle de travailler plus, et nous, aujourd'hui, dans le cercle RH, on va parler du divertissement, des loisirs, de la culture, au moment où, évidemment, dans la rue, des Français brûlent des poubelles pour dire non à la réforme des retraites. On en parle avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est votre livre. Alors, vous êtes économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens, et vous sortez un livre qui est passionnant, La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants, c'est chez Buchet-Chastel. Avant de nous plonger dans ce livre, parce que le divertissement occupe une grande part de nos vies, les Français travaillent moins que certains autres pays, je pense au Portugal que vous citez notamment. Comment vous regardez ce qui se passe en ce moment dans les rues des grandes villes, à travers des syndicats, à travers des mouvements spontanés qui disent non à la réforme des retraites? Est-ce que ça fait écho à l'analyse que vous portez dans votre livre? Alors totalement. Il se trouve que le livre, j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans, un peu plus. Évidemment, c'était pas encore le sujet des retraites qui se posait vraiment, même si ça existait, mais on n'avait pas fait le lien avec le temps libre. Or, c'est exactement la vérification peut-être de ce qui se raconte dans le livre, qui est qu'aujourd'hui le loisir est devenu le sens même de la vie. Et dans l'arbitrage travail-loisir, alors on n'a pas envie de renoncer trop à du pouvoir d'achat, mais en réalité on ne veut pas renoncer à 1 heure de loisir pour 1 heure de travail en fait. C'est ça qui est assez frappant dans les débats actuels. Il faut toujours avoir plus de loisirs, sans poser la question de la façon dont on les occupe. Vous, l'économiste, là je parle à l'économiste, puis on va revenir sur ce livre qui est très très riche sur le plan historique, parce que vous avez fait un boulot de dingue pour nous raconter les sociétés primitives, enfin on y apprend plein de choses, au-delà du regard de l'économiste. Concrètement, leurs revendications semblent justes, elles sonnent justes, ou vous semblez, vous, à travers les chiffres de l'économie, qu'elles sont un peu décalées, ces revendications? En fait, moi, je suis partagé entre le regard du sociologue. Oui, c'est ça. C'est d'être quand même, qui dit, oui, le travail est sorti de notre vie. Pour beaucoup de gens, le travail est cette partie aliénante qu'il faut pouvoir abandonner le plus vite possible. Et puis, le point de vue de l'économiste qui est que, en fait, c'est un problème collectif de budget. En fait, voilà, c'est juste qu'on n'a pas l'argent. On ne peut pas à la fois travailler pas trop longtemps, avoir des pensions relativement élevées et puis ne pas cotiser plus, parce que la cotisation, c'est quand même déjà 27% du salaire total dans le privé. Enfin, c'est énorme, les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Ce qui est prélevé sur nos salaires. Ce qui est prélevé sur tes salaires. Il y a plus d'1 quart de ton travail chaque mois qui est prélevé pour une retraite dont à la fin tu n'auras peut-être pas grand-chose en fait. Il te restera des choses énormes. Et dont on nous dit qu'elle est toujours un peu plus loin. L'horizon est toujours un peu plus loin. C'est comme l'oasis dans le désert. L'horizon s'éloigne au fur et à mesure. Il y a un problème sans doute d'injustice intergénérationnelle en particulier. Les jeunes vont être ceux qui vont avoir beaucoup payé et qui auront peu. Je laisse les téléspectateurs lire votre livre, donc je ne vais pas le spoiler, mais quand même le début démarre par votre relation à votre père, qui est un économiste un peu distant, qui a pris plaisir dans le travail intellectuel et qui parfois vous semblait être un peu loin de l'éducation qu'il pouvait donner à ses enfants. Puis c'est après, en recul, que vous vous êtes dit, mais en fait c'était aussi sa méthode. Et quand vous étiez un peu dans la solitude, dans l'isolement, dans « je m'ennuie », il vous disait « prends un livre ».
Voilà. Prends un livre et lis, c'est peut-être la parole que j'ai entendue le plus souvent. En fait, le point de départ de ce livre, c'est le décès de mon père. Qui est parti, il était en pleine forme, il venait d'écrire un article, il avait 86 ans quand même, il est sur ses 87. Mais comme dit Baldassare Castiglione dans le livre du courtisan, nous n'avons pas un métier mais une profession. Et donc quand on est intellectuel, écrivain, en fait on fait ça toute sa vie et ça m'a fait réfléchir déjà au sens de la vie, parce que quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, c'est toujours une remise en cause profonde de pourquoi tout ça, à quoi ça sert, etc. Et puis aussi une réflexion sur ce qu'on fait de la vie. À un moment donné, qu'est-ce qui va justifier votre existence quand... c'est toujours une aventure qui se termine mal, la vie, mais entre-temps, la question c'est qu'est-ce que vous aurez fait. Et ça m'a fait apparaître de façon plus claire que jamais, même si je le sentais, qui est qu'il y a des façons aliénantes et des façons émancipatrices d'occuper ses loisirs. Et que voilà, toutes les occupations ne sont pas égales, ne sont pas les mêmes. Tiens, commençons par le début. Vous parlez de « prends un livre et lis », parce que ça c'est comme ça que le livre démarre. On vous voit quand même plus que prudent à l'égard de la relation qu'on entretient avec le temps libre que l'on a, et quand on voit les chiffres, ils sont ahurissants, du temps passé devant un écran, et pas que les jeunes, quand on regarde, c'est une étude du Figaro, tout le monde, on passe notre vie devant un écran. Est-ce que c'est comme cela que vous envisagez une gestion saine du temps libre ? Je crois vraiment que les écrans ont trop de place. Mais alors, je sais, tout de suite, ça fait réel, ça fait conservateur. Oh là là, le livre papier, c'est nul, c'est has-been. Moi, je crois, comme pour tout, que le problème, c'est un problème d'équilibre. D'ailleurs, je ne critique pas le divertissement, je critique la tyrannie du divertissement, le fait qu'il ait pris trop de place. Il faut plein de moments de divertissement. Les écrans peuvent aussi permettre d'ailleurs d'apprendre des choses, de se mettre en relation vraiment. C'est des leviers dont on peut se passer aujourd'hui. On ne va pas débrancher ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on va apprendre à les utiliser de façon à ce que ça ne phagocyte pas d'autres types d'activités qui peuvent être au moins aussi intéressantes. Voilà. Je citais en lancement Guy Debord, la Société du spectacle. Oui, c'est le même éditeur, c'était chez Bûcher-Chastel, d'ailleurs. C'est ce que j'ai vérifié. J'aime bien la filiation. Et je m'autorise qu'il y avait quand même des relents marxistes dans les positions qu'il prenait. C'est que globalement, il disait le divertissement, le spectacle, le cinéma, c'est une manière de détourner l'individu de sa propre conscience, de son être propre, et que ce divertissement permanent sur les écrans le détournait de sa propre vie. Il y a un peu de ça dans ce que vous dites. Reviens à toi-même, arrête de te divertir devant des écrans. Complètement, et d'ailleurs c'est intéressant, la gauche était celle qui avait le plus, la partie de l'échiquier qui avait le plus conscience de l'importance d'une politique des loisirs au moment du... Les communistes notamment. Les communistes notamment. Absolument. Les loisirs, c'était pas pour les utiliser de façon bourgeoise en allant se faire dorer la pilule sur la plage. C'était pour se cultiver, pour apprendre et évidemment pour avoir des loisirs qui étaient émancipateurs. En fait, on a complètement... Alors, il y a eu un peu le ministère du temps libre sous Mitterrand, mais ça a été abandonné en 84. Au virage. Voilà, au virage. Le virage s'était terminé, alors que l'idée était intéressante, mais c'est compliqué une politique des loisirs à mettre en place. Mais rien que le fait que ça puisse exister, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'est plus, en fait, dans nos modèles mentaux, parce que le loisir, c'est quelque chose qu'on va forcément bien utiliser, parce que c'est un espace de liberté. Alors que c'est pas vrai. Voilà. Juste un débat de sémantique, parce que vous êtes effectivement à cheval entre l'économiste et le sociologue. Divertissement et loisir, pour moi, c'est pas pareil. Alors, le divertissement est une partie du loisir. Le loisir, c'est le temps pour soi, le temps arbitrable, le temps où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est celui qui n'est pas du temps pour un employeur ou du temps pour la nécessité. Donc on en a quand même beaucoup plus qu'avant, parce que évidemment on a plein de temps qui est épargné, et puis on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc vous voyez que vous relancez le débat des retraites. C'est posé sur la table. On oui. nous a dit on va vivre plus longtemps, donc plus de temps libre. Et dans les cortèges, on entendait des manifestants proches de la retraite qui disaient « mais moi je veux avoir du temps à consacrer à mes petits-enfants et à mon loisir ». On l'a entendu tous les jours. Non, mais le problème, c'est qu'il y a le principe de plaisir et le principe de réalité. Il y a ce qu'on aurait envie de faire idéalement, peut-être ne jamais travailler de sa vie, pouvoir s'occuper de son jardin et de ses enfants et de ses petits-enfants toute sa vie. Ce serait super. Moi, j'adorerais pouvoir être celui qui va sur le plateau en expliquant, mais vous inquiétez pas, on peut travailler moins, alors on va mettre la retraite à 55, et puis de toute façon, on va augmenter les pensions, puis on va fixer les prix. Non, malheureusement, il y a une loi des reins de l'économie qui fait qu'il y a ce problème de la rareté qui s'impose, et puis on est dépendant d'autres pays dans le monde qui n'ont pas exactement les mêmes choix que nous. Voilà. Par contre, Olivier Babot, il y a une petite chose que ce livre, vous l'avez envoyé, je suis sûr, à Emmanuel Macron, Olivier Dussopt, j'imagine à ceux qui s'intéressent au sujet. Moi, je lis quand même que les peuplades primitives, et vous donnez des détails très précis, il faut vraiment lire ces parties-là, elles sont passionnantes, ne faisaient pas du travail la règle, et que lorsqu'elles travaillaient, elle prenait des pauses tranquilles et qu'il n'y avait pas finalement une forme de productivité et d'excitation comme on peut être aujourd'hui des salariés en burn-out qui n'en peuvent plus. C'est incroyable ça.
Oui, c'est une belle leçon d'ailleurs d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces sociétés primitives ou premières, comme on veut les appeler, où on se rend compte qu'on travaillait, c'était la semaine des 2 jours en gros, on travaillait 3, peut-être 4 heures par jour, c'est-à-dire au sens où on allait chasser, mais en fait on dormait beaucoup dans la journée. La vie des chasseurs-cueilleurs, quand on était un groupe d'une centaine de personnes et qu'on se déplaçait souvent, c'était une vie en fait assez indolente, où on était en permanence en collectivité. Quelque part, c'est un petit peu ça qu'on est en train de retrouver dans une vie où, en fait, l'activité professionnelle aujourd'hui n'occupe que 10 à 15% d'une vie, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps. 10 à 15%, bon, voilà, donc ça veut dire qu'il reste quand même, mettons 85%, pour faire autre chose. Il y a des tâches contraintes, enfin, c'est extraordinaire. On est en train de retrouver un peu ça, comme si la parenthèse de 10 000 ans se refermer, parenthèse ouverte avec le néolithique. Ouais, c'est ça, on commence à tailler du silex et ensuite on fabrique des voitures dans des usines. Vous dites un truc très exactement d'une justesse absolue, c'est on rase les usines Renault-Billancourt 92 de mémoire, et qu'est-ce qu'on va y installer ? Un lieu de loisirs et de culture, ce grand auditorium qui est posé sur... Ça raconte tellement d'une société, ça, je trouve. Mais c'est vrai, alors c'est Fourquet et son co-auteur Casselli, c'est ça, je crois. Absolument. Dans le dernier livre, qui remarque qu'à 12 jours d'intervalle, on ferme Billancourt, on ouvre Euro Disney. Et c'est un symbole extraordinaire, effectivement, d'une société qui a basculé vers l'entertainment, vers le divertissement. Si on faisait la somme de tout ce qui est dépensé aujourd'hui, de tout ce qui est les secteurs liés au divertissement, dont le jeu vidéo, c'est absolument énorme. Enfin, c'est une part très importante de l'économie. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une part de l'industrie, de l'activité humaine est totalement vouée à faire passer le temps. Ça, c'est intéressant. Juste d'un mot, parce que c'est aussi un enjeu économique pour le ministre de l'économie, pour le ministre du commerce extérieur, de se dire, bon, effectivement, il faut faire travailler les gens plus longtemps, mais en même temps, notre économie du divertissement, c'est des parcs d'attractions qui cartonnent, c'est les musées, c'est les centres de sport, c'est les jeux vidéo, c'est toute l'économie qui en dépend. Et qui amène beaucoup de richesse à la France. Donc c'est des arbitrages complexes. Hein. Oui, mais enfin, les heures pas travaillées ou les jours ou les années pas travaillées, elles sont quand même plus passées en proportion devant des écrans et pas toujours avec les meilleurs programmes. On vous le déplorez quand même, cette espèce de relation un peu d'esclavage à l'écran. C'est un problème d'équilibre, encore une fois. Il y a 3 façons d'occuper son loisir, son temps arbitrable. Le loisir pour les autres, c'est-à-dire le loisir social, familial, vous allez être avec les gens en présence, c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Il y a le loisir pour soi, c'est ce qu'on appelait la scolée en grec, c'est le loisir studieux. Chez les latins, ça a donné osium, et par opposition au neg osium, le non-loisir, le négoce, ou le business, le fait d'être occupé. Et pour un latin, c'était l'horreur absolue, il fallait ne pas être occupé, parce que quand vous étiez un noble latin, vous aviez des esclaves qui faisaient le boulot pour vous, et vous pouviez, vous cultiver les humanitas, qui font de vous vraiment un être humain, comme le dit Cicéron, quoi. Puis le dernier, c'est évidemment le loisir hors de vous, le loisir qui vous aliène. C'est ce que j'appelle le divertissement, évidemment, en clin d'œil et en allusion à Pascal. Mais pour aller au bout de notre histoire, on avait un invité tout à l'heure qui nous disait on n'a pas réfléchi à l'ère quaternaire, on a bien réfléchi à l'ère primaire, secondaire, l'ère tertiaire, l'ère numérique, mais le monde d'après, on ne l'a pas encore tout à fait envisagé. Et à travers ce livre, c'est ça que vous êtes en train d'essayer de dessiner, c'est le monde d'après aussi, en s'inspirant de notre histoire. C'est quoi ? On fait un lien avec les peuplades primitifs pour vous faire redire la même chose, mais il y a un effet miroir. Est-ce qu'on est en train de nous tourner et d'aller vers une société, pas du non-travail, mais du peu travail ? En fait, c'est déjà le cas. Autrefois, vraiment, au 19e siècle, 70% de ta vie, c'était du travail. Donc, en fait, tu avais du travail avec quelques moments de loisir pour se reposer. Bon. Difficile, parce que quand par ailleurs, tu as un travail hyper aliénant, difficile de faire un loisir qui t'élève. On est crevé, fatigué. Mort, c'est normal. Je veux dire, personne, après 12 heures à l'usine, enfin, si, il y en a qui avaient le courage d'aller faire des cours du soir et d'aller apprendre des choses. C'est vrai. C'est évidemment extrêmement difficile. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un truc... C'est un truc complètement fou. On est vraiment en train de faire sortir le travail de notre vie. Et donc la difficulté dans notre existence aujourd'hui, paradoxalement, c'est la facilité. La facilité d'accès à tout ce qui peut nous divertir, à tout ce qui peut nous amuser, la facilité d'accès à des outils qui nous rendent passifs. Parce que c'est ça, en fait, la vraie opposition. Passivité contre activité. Quel danger ! On oppose loisir et travail, c'est-à-dire, en fait, activité rémunérée et non rémunérée. Mais en fait, il faut opposer, évidemment, activité qui émancipe et activité qui aliène. On est et d'accord. notre gros problème aujourd'hui, c'est la facilité du monde qui fait qu'on va être encouragé
faire le moins d'efforts possible. Et en laissant la valeur travail, on a aussi mis de côté, c'est une catastrophe, la valeur effort, alors qu'il faut au moins autant d'efforts pour réussir dans ses loisirs qu'il n'en faut pour réussir dans son travail. Quelques chiffres, parce qu'on a l'habitude dans l'émission d'en passer quelques-uns. Activité des Français sur les écrans, échange sur les réseaux sociaux 15,9, suivi de l'actualité, c'est important parce que c'est une actualité où on se cultive, normalement on apprend 10%, jeux vidéo 9,7, quasiment à égalité, visionnage de films 8,8, les plateformes, et écoute sur musique 8,8%, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre l'amusement, les jeux vidéo et l'info. Ça, c'est intéressant quand même. Oui, c'est un peu inquiétant. La plupart des jeunes aujourd'hui s'informent en fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux. La question, c'est est-ce qu'ils s'informent dans des sources qui sont suffisamment évidemment équilibrées, pluralistes, et c'est le problème de formes de bulles cognitives qui peuvent exister et qui sont assez inquiétantes. Alors sur les jeux vidéo, il y avait un article dans le Wall Street Journal où le journaliste disait il y a 7 millions de personnes qui sont parties aux États-Unis du marché du travail entre 25 et 54 ans. Ils sont partis du marché. Ils ne sont plus sur le marché du travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, on est allé étudier ce qu'ils faisaient. Et en gros, il dit, c'est le titre de l'article, je crois, ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà. 7 millions, ils jouent 2000 heures de jeux vidéo par an. Donc, c'est l'équivalent des heures travaillées, en fait. Voilà, 2000 heures, c'est l'équivalent des heures travaillées pour un Américain. Il le passe aujourd'hui devant les écrans. Évidemment, il y a des jeux vidéo intelligents, il y a des jeux vidéo éducatifs, des trucs qui vous font progresser. Et puis, il y a des jeux vidéo qui sont quand même beaucoup moins intéressants. Encore une fois, c'est un problème de dosage et d'hiérarchisation dans le type d'activité. Voilà. Et de débouchés que l'on donne à sa vie. Parce que quand on n'a plus le travail pour y trouver une forme de dignité, on le bascule vers une autre activité. C'est-à-dire que chaque être humain a besoin de trouver un sens à sa vie. C'est plus le travail, vous nous dites aujourd'hui c'est le loisir. C'est-à-dire qu'un sens de sa vie, c'est d'aller au parc d'attractions et de le sanctuariser comme presque on va à la messe le dimanche. Parce que vous l'évoquez, Dieu est mort, vive le Prozac, tout a disparu, quoi. Dans un monde où on ne croit plus en Dieu, où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de grand récit, le grand récit aujourd'hui, c'est celui de se faire plaisir. Voilà. Le seul récit dominant présent maintenant, c'est profite. Voilà, c'est une sorte de carpe diem qui est aussi une forme de sagesse ancienne. Profiter du jour, vivre le moment, ne pas en permanence être projeté dans le lendemain. Donc c'est tout à fait respectable. Justement, moi mon problème c'est pas oh mon Dieu on a trop de loisirs, faut travailler plus. Surtout pas. C'est très bien. C'est comment trouver l'équilibre. En fait, c'est hyper dur parce que la liberté, c'est hyper difficile. Parce que ça t'oblige à choisir, et des choix, il y en a plein à faire, et c'est des choix où personne ne va te prendre par la main. Jusque-là, nos existences, jusqu'à il y a 70 ans, nos existences étaient dictées par la nécessité. Exact. Il y avait très peu de possibilités d'être excessif, puisque finalement, il y avait l'argent qui te manquait, il y avait les possibilités qui te manquaient de temps libre, il fallait bosser, Et donc, vous étiez en fait assez protégé par le monde de nos propres dérives, et en fait, aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes face à nos propres capacités à devenir dépendants d'à peu près tout, en particulier et de vivre les affres de l'angoisse, parce que la liberté est parfois vécue pour beaucoup comme un fardeau. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. La liberté, c'est difficile, en fait. Il faut la gérer, cette liberté. D'autant plus qu'on n'est pas toujours élevé dans l'apprentissage de cette liberté, bien sûr. Paradoxalement. Et vous, Olivier Babot, avant de vous poser ma dernière question, comment vous l'occupez, votre temps libre, en écrivant des livres qui vous prennent 2 ans et en faisant des recherches incroyables, parce que finalement, c'est en marchant un peu sur les traces de votre papa que vous écrivez ce livre. Alors lui était vraiment économiste, j'ai jamais réussi à comprendre les articles. À ce point-là? Oui, il avait beaucoup de mal à écrire de façon compréhensible pour les gens. Donc moi j'ai toujours essayé de prendre le contre-pied. La vulgarisation. Du universitaire. Je trouve que c'est très important. Vulgariser, mais au sens vraiment positif. Noble, bien sûr. De passage, de transmission. Et c'est vraiment ça que j'essaye de faire, évidemment. Oui. Avant de nous quitter, vous dites à la mi-20e siècle, le travail n'est plus à la mode. Oui. Qu'est-ce qui fait, alors qu'on est en pleine reconstruction, qu'il faut créer, produire, nourrir, qu'est-ce qui fait que le travail n'est plus à la mode? Est-ce qu'il y a le phénomène 68? Est-ce qu'il y a une remise en question de ce rapport à nos parents? Est-ce qu'il y a cet enjeu politique-là? On voit bien Debord, Bourdieu, vous le citez longuement dans votre livre. Il y a de ça, il y a un rapport politique au travail, d'aliénation, et donc de se libérer de ça? En fait, le problème est toujours celui du sens de l'existence. À partir des 30 Glorieuses, les gens ont accepté de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Dans l'arbitrage travail-loisir, c'était en faveur du travail. Pourquoi? Parce que du coup, on pouvait se payer les fruits de la croissance. C'était un accès à des conforts complètement fous. Je veux dire, les gens, ils habitaient dans des maisons en terre battue quand même. Où le salon, c'était en terre battue. Les salles de bain, c'est des trucs, c'est tout récent. Il faut ouvrir les yeux sur la rapidité avec laquelle on a gagné dans un confort qu'on estime aujourd'hui être un droit. Mais c'est extraordinaire et il faut s'en féliciter. À partir de 68,
c'est la première génération des gens qui étaient nés, qui n'avaient pas connu la guerre. Hein. C'est ça, en fait, hein, c'est longtemps après. Hein. À partir de 68, on a commencé évidemment à avoir une espèce de lassitude de la consommation de masse. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au début du XXIe siècle à un autre point, c'est-à-dire que la consommation de masse ne sert plus de sens, elle ne donne plus de sens. On se rend compte qu'elle est quand même relativement vide, donc une sorte de course à l'abîme, dans la vacuité de la consommation. Et en même temps, on n'est pas prêt à y renoncer, attention, hein, on n'est pas prêt à vivre... on lâche pas le téléphone quand même. Hein. Non, on lâche pas le téléphone, ni le grand écran, ni les petits voyages, ni etc. En revanche, l'idée maintenant, c'est vraiment qu'on est dans une forme d'hédonisme. Hédonisme qui, pour moi, n'est pas mauvais en lui-même, s'il est bien compris, c'est-à-dire que c'est le vrai plaisir, le bon plaisir à prendre et à savoir cultiver. Moi, par exemple, vous faites d'un instrument de musique, vous avez 1000 plaisirs à distance et ça vous permet d'avoir accès à une qualité quand même, à une sophistication de plaisir qui n'a absolument rien à voir. Donc moi, mon principe, c'est vraiment pas chrétien, mais antique. Il faut discipliner le plaisir pour le maximiser, non pas parce que le plaisir est mauvais, si vous voulez. Et grâce à l'outil Internet, faut-il le dire, parce qu'on peut avoir des tutos d'excellente qualité. De tout, surtout, qui tout apprendre. Qui est un outil formidable, sauf qu'il faut savoir trouver le bon dosage. Livre à lire, et en plus c'est un livre passionnant parce qu'avec un gros travail de recherche, je parle à votre place, mais je pense que vous avez fait un gros travail de recherche pour nous nourrir et puis prendre le temps, dans les moments de loisirs, de lire le livre d'Olivier Babot. La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. Buchet-Chastel, comme le livre de Debord, me semble-t-il, qui avait été réimprimé chez Gallimard. Me semble Initialement, il était bien chez Buchet et qui a été ensuite replacé dans la blanche de Gallimard. Merci Olivier Babot de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on quitte le divertissement et on va parler des géomètres. Bah oui, c'est un métier très recherché et on en manque, on en parle dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, vous les avez peut-être vus dans les rues de vos villes, les géomètres, vous savez, ceux qui tiennent sur ce trépied avant les constructions. C'est un métier extrêmement important. On va parler des géomètres et des économistes de la construction. Métier très recherché, métier à valoriser. On en parle avec Solange Chaplard. Bonjour Solange. Bonjour. Directrice branche et partenariat d'Atlas, qui est un OPCO. Exactement. Qui fait partie des 11 OPCO qui vont accompagner et qui accompagnent les métiers. Alors, racontez-moi, parce que c'est des métiers qu'on connaît, qui sont historiquement très anciens, mais qui ont énormément évolué. Et vous vous êtes dit, il faut à la fois les dépoussiérer, les améliorer. C'est ça l'esprit, en fait, du partenariat que vous avez signé entre les fédérations FIA et Atlas, l'OPCO. Effectivement, donc on a un opérateur de compétences, comme vous l'avez dit. Notre mission, c'est d'accompagner au plus près les besoins de recrutement et de formation des entreprises qui relèvent de notre champ. Et dans ces entreprises, il y a effectivement des entreprises, des géomètres et des économistes de la construction qui vivent plein de mutations au sein de leur métier, des mutations technologiques, des mutations écologiques. On ne peut pas oublier. Crayon de papier, le plan, c'est fini, quoi. C'est un peu fini. Enfin, ça existe encore, avant. Mais c'était il y a longtemps. Avant. Effectivement, aujourd'hui, il y a l'utilisation de drones pour faire les mesures, de scanners 3D pour modéliser. Donc, effectivement, il faut adapter les compétences aux nouvelles technologies. Donc, il nous semble important, et c'est notre rôle en tant qu'OPCO, que d'accompagner l'évolution de ces compétences, parce que c'est un secteur qui recrute énormément, qui est peut-être un peu parfois méconnu. Bien sûr, on les voit dans la rue, partout. On a besoin d'eux au quotidien, mais on n'a pas forcément une vision complète, finalement, de toute la panoplie et la richesse des métiers. Un mot sur les besoins de recrutement, parce qu'on parlera écologie, on parlera peut-être du rapport du GIEC, et ils sont impactés, les constructions sont impactées, mais sur l'enjeu recrutement, c'est à la fois des métiers connus, est-ce que c'est des métiers attractifs ? Métiers connus, peut-être pas assez. Mal connus. Mal connus, je pense. C'est 12 000 géomètres, par exemple, en France aujourd'hui. On en recrute 1300. Il y a 1300 postes à pourvoir. On sait qu'on est tous en tension d'emploi, mais aujourd'hui, c'est 1300 postes. Et c'est 3000 à horizon 2030. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes, allez... Les reconversions. Les reconversions, parce qu'effectivement... Les gens du bâtiment qui ont le dos un peu cassé et qui peuvent aussi devenir géomètres. C'est l'objectif, effectivement, que de faire connaître cette profession. C'est notre objectif au quotidien, que d'aller faire la promotion de ce métier, de ce beau métier, travailler sur l'attractivité pour attirer les jeunes talents, parce que c'est un métier qui recrute, donc autant aller vers des filières qui recrutent demain. Et puis, quand on dit les jeunes, il y a aussi bien sûr les moins jeunes, vous l'avez dit, il y a les sujets de reconversion, on va être amené à travailler un peu plus longtemps a priori. Vous évoquez les enjeux technologiques, les mutations technologiques, ça veut dire qu'il faut se former, même pour ceux qui sont déjà en carrière, il faut les accompagner. Et puis, il y a toutes les contraintes qui sont liées au climat, aux nouvelles
nouvelles règles imposées par l'Europe et la France. Exactement. Là aussi, ça oblige. Alors comment on fait? Pour ceux qui arrivent dans le métier, ils se forment aux nouvelles technologies tout de suite, mais ceux qui sont déjà engagés, comment ils font eux? Donc effectivement, il y a déjà des diplômes qui existent. C'est BTS à Bac plus 5. Il y a même des Bac Pro, effectivement, de techniciens topographes géomètres, par exemple. Donc notre job, ça va être vraiment de mettre à jour quand même ces référentiels compétences pour adapter quelque part les diplômes d'hier aux compétences d'aujourd'hui et aux métiers de demain. Donc, c'est vraiment de travailler à adapter les diplômes d'hier. Donc, pour ceux qui arrivent, effectivement, les nouveaux référentiels. Pour ceux qui sont déjà en poste, de travailler à créer de nouveaux blocs, certifications plutôt courtes pour les mettre à jour, parce que, finalement, les compétences peuvent être obsolètes assez rapidement au vu de l'évolution des technologies, vous l'avez dit. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de vraiment mettre à jour et de créer ces référentiels en adéquation avec les technologies qui évoluent. Oui, mutation technologique et écologique, parce qu'on ne peut pas nier qu'effectivement, on a un impact fort du climat sur la réglementation environnementale, sur les constructions à venir, et nous sommes tous impactés. D'un point de vue concret et calendaire, Pôle emploi, FIAC et Atlas, unis dans un même combat. Tout à fait. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des programmes de formation, ça veut dire Pôle emploi qui va flécher des demandeurs d'emploi. Comment s'organise concrètement cette relance de l'attractivité de votre secteur? Tout à fait. Pôle emploi fait paraître chaque année des études sur les métiers en tension. Les géomètres, c'était la 3e profession en tension de recrutement en 2021. Ça peut paraître assez fou, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres métiers. On se dit plutôt les médecins, les soignants, etc. Et il y a les géomètres en 3e position. Donc effectivement, on travaille avec Pôle emploi au quotidien sur des actions pour former les demandeurs d'emploi sur les bassins territoriaux, parce qu'on a besoin de géomètres partout en France. C'est l'avantage aussi. On recrute partout, sur tous les secteurs géographiques. On n'y coupe pas, vous dites un beau métier, ça reste quand même malgré tout un métier. Il faut quand même prendre des mesures. Parler du bac pro pour ceux qui sont les géomètres techniciens. Je pense que c'est d'eux dont on parle, qui ont le trépied, la bulle. Et on va calculer, voir les niveaux. C'est bien ça. Exactement. Ça, c'est la base. C'est la base. Et ensuite, vous avez les géomètres experts qui sont, eux, le garant de toutes les mesures quand toutes les constructions que l'on fait, qu'on le soit individuel, particulier, quand les bâtiments que l'on construit pour la ville. Il y a toujours un géomètre qui est Il passé. y a toujours des géomètres qui sont là pour prendre les mesures et les certifier. C'est le rôle du géomètre expert. Donc, effectivement, on en a besoin partout, sur tous les secteurs. Avant de nous quitter, Solange, économiste de la construction, c'est quoi? C'est le prolongement. C'est toute la filière, effectivement. C'est l'ensemble des filières. C'est toute la MOA derrière qui accompagne effectivement tous ces travaux de construction. Merci d'être venu nous rendre visite. Si on veut, et ceux qui nous regardent veulent se pencher et se tourner vers la carrière, ils vont sur le site d'Atlas. Sur le site de l'OPCO, vous avez plein d'informations. Pour vous prendre par la main. Exactement. Et enclencher des formations peut-être pour un nouveau métier, une nouvelle passion. Oui. Merci de nous avoir rendu visite, Solange Chaplard. Vous êtes directrice branche et partenariat Atlas, l'organisme de compétences, l'OPCO, qui gère tous ces beaux métiers. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos messages, évidemment. Je serai là demain. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Héloïse au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat. Et merci à Laurelène. Merci, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. À demain.